Voilà, il va être accueilli par le Premier ministre qui, au titre de la Constitution, est responsable de la défense nationale. On l'oublie un peu parce que le président chef des armées, monarque nucléaire, capte sur lui la puissance militaire, mais le Premier ministre a aussi un rôle dans ce domaine. Ainsi que Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense, et Jean-Marc Todeschini, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. Monsieur le Président de la République, les honneurs vous ont été rendus par un détachement de la garde républicaine, composé de la musique, du drapeau du 1er régiment d'infanterie et de 2 compagnies de sécurité et d'honneur des 1er et 2e régiments d'infanterie. L'ensemble du détachement est placé sous les ordres du colonel Philippe Delapierre, commandant le 1er régiment d'infanterie de la garde républicaine. Merci beaucoup, madame. Voilà, vous avez aperçu derrière le président de la République 2 officiers généraux, le général Pierre de Villiers dont on a déjà parlé, et un marin que vous reconnaissez à sa casquette blanche, c'est l'amiral Rogel, c'est le nouveau chef d'état-major particulier du président de la République. Le président de la République qui rejoint maintenant sa place sur la tribune officielle. Lorsque François Hollande s'assoit, eh bien c'est le top départ de la cérémonie. Je vous rappelle que la première étape est l'animation, une quinzaine de minutes, pour laisser le temps aux avions stationnés dans les différentes bases autour de Paris de venir survoler la tribune pour commencer le défilé aérien. Voilà, alors Marie, ce mois de juillet est un mois de juillet où il y a énormément de changements à la tête des armées. Voilà, donc Anne Hidalgo. Le président de la République qui salue la maire de Paris. Oui, donc il y a beaucoup de changements à la tête des armées. L'amiral Rogel qui remplace le général Puga, donc à l'état-major particulier du président de la République, un poste essentiel. L'amiral Rogel est un sous-marinier qui allie des capacités opérationnelles tout à fait remarquables. Il a été sous-chef opération à l'état-major des armées. Et il joint à ses hautes qualités, je dirais, guerrières, un humour à toute épreuve. Et donc il arrive à un poste très important. Le général Puga, lui, va devenir grand chancelier de la Légion d'honneur en remplacement du général Jean-Louis Georgelin. On peut aussi citer le général Grégoire de Saint-Quentin, qui commandait les opérations spéciales et qui va devenir le sous-chef opération à l'état-major des armées, un poste là aussi tout à fait essentiel. Il y a d'autres changements à la tête des armées, mais pour l'instant, place à l'animation d'ouverture.
Voilà, ça va débuter dans un instant. Nous sommes en direct sur France 2. Et voici l'animation d'ouverture de ce 136e défilé du 14 juillet. C'est parti.
Jet avec la musique de la garde républicaine. Et c'est le début du défilé aérien commandé par le général de division aérienne Jean-Christophe Zimmermann, avec notamment 8 Alpha Jet de la patrouille de France en formation Tour Eiffel que vous avez vu passer. Gauthier de Waas, c'est à vous, colonel. Oui, juste derrière, des Mirage 2000N de l'escadron 2-4 Lafayette, avec un avion peint aux couleurs du Lafayette escadrille légendaire qui a été créée pendant la bataille de Verdun. Ces Mirage 2000N sont en train de faire leur baroud d'honneur car ils seront remplacés prochainement par des Rafales. Derrière, vous voyez à l'écran un AWACS de l'escadron de détection Berry. Cette AWACS est une véritable tour de contrôle volante capable de réaliser des prouesses en matière de commandement et de coordination. Elle est aussi capable de donner beaucoup de renseignements. Derrière arrive le box protection du territoire national, alors qu'à l'écran on voit encore la WACS. Bien entendu, ces avions que vous voyez sont des Mirage 2000-5 de l'escadron de chasse 1-2 Cigogne, véritables sentinelles de l'air. Ils sont capables de décoller 24 heures sur 24. Ils sont là, prêts à décoller au-dessus de l'espace aérien français. C'est une véritable chaîne qui met en œuvre ces avions, puisqu'il faut à peu près 2200 personnes de l'armée de l'air pour maintenir cette posture permanente de sûreté. Le box que vous voyez derrière ensuite est un box de avion ravitailleur suivi de Mirage 2000D. C'est le box projection puissance. Le Mirage 2000D est un véritable baroudeur. Il a participé à l'ensemble des opérations aériennes. Il a enregistré de véritables victoires dernièrement. Victoire contre Daesh, puisque Daesh recule grâce à l'action notamment de ces Mirage 2000D. Vous voyez à l'heure actuelle survoler au-dessus de la défense. Ça c'est splendide cette image, regardez. Splendide image donc de Mirage 2000D qui survole actuellement les Champs-Élysées. Ces avions ont également opéré en Afghanistan, en Libye, au Mali. Ils ont été de tous les théâtres, de toutes les opérations. Ce couple ravitailleur Mirage 2000 est un couple extraordinaire car il donne la capacité à l'armée de l'air d'agir en tout point du globe en l'espace de 24 heures. Alors que vous les entendez actuellement passer au-dessus de nous. Derrière, eh bien, un box de Mirage 2000 RDI et d'escadron d'Alpha Jet du 2-2 Côte d'Or. Ces Mirage 2000 RDI eh bien, réalisent l'ensemble des missions de l'armée de l'air. Ils sont au-dessus du territoire aérien français. Ils réalisent la protection du territoire et également ils ont été projetés au Mali dans le cadre du conflit en BSS dans la bande sahélo-saharienne. À leur côté, des Alpha Jet. Cet escadron fêtera ses 75 ans puisqu'il y a 75 ans maintenant le général de Gaulle crée l'escadron de chasse de 5 Île-de-France. Alors que vous voyez maintenant à l'écran des Rafales, le fleuron de la chasse française. Ce box de Rafale participe au box connaissance anticipation. Il est capable avec sa nacelle Rocco NG d'effectuer de véritables prouesses en termes de reconnaissance, capacité absolument indispensable à l'actuel, que ce soit en France mais à l'étranger, capacité qui a été rudement utilisée pour la Syrie notamment. Cette capacité est unique. Alors Thomas Hervé à bord du C-135. Exactement, et là ça bouge, même si pour vous ça bouge pas du tout, pour nous ça bouge et on peut dire qu'aujourd'hui on aura eu du pétrole et des idées. Et c'est absolument magnifique cette perspective, on vient de passer la grande roue. Nos 3 Rafales ne bougent pas d'un iota et ça y est, on est au-dessus de la pyramide du Louvre. Clair. La vue ici depuis la cabine est absolument imprenable. Moins de 300 mètres en dessous de la tour Eiffel. Voilà, et pour les franciliens, la défense concorde en moins de 30 secondes, si ça vous parle, ça fait très rapide. Et on continue 5 nautiques dans l'axe après cette virage droite, on garde 309. Voilà, c'était Thomas Hervé en direct du C-135, Gauthier de Waas, c'est à vous. Et alors que derrière, eh bien, les Rafales de la Marine nationale accompagnés d'un Hawkeye, Rafale de la Marine nationale, véritable sentinelle de la mer. Ces Rafales ont participé à l'opération Romanche 2. Ils reviennent donc de Syrie. Et derrière, eh bien, la 400M Atlas. À 400M Atlas,
véritable prouesse technologique capable d'emmener 4 fois plus de matériel qu'un Transal. C'est l'avion tant espéré de nos transporteurs qui va nous permettre d'être capable de ravitailler les bases aériennes projetées qui sont aussi bien en Syrie qu'en Afrique. Cet avion est véritablement majestueux. J'ai eu la chance de voler derrière lui. Il est dans des proportions exceptionnelles. Il est splendide. Et il est capable de voler à une vitesse de Mach 0,8, ce qui lui permettra de rejoindre ses bases aériennes projetées 2 fois plus rapidement qu'auparavant. Il a une particularité également, c'est que les hélices tournent en sens inverse les unes des autres, ce qui permet de créer un coussin d'air porteur en dessous de la carlingue. Tout à fait. Alors qu'à l'écran maintenant un Transal et 2 CASA, ces avions ont rendu un fier service à l'armée de l'air, notamment en termes de transport aérien, de logistique. Le CASA a écrit ses lettres de noblesse pendant le conflit au Mali. Notamment, il a été capable de réaliser des évacuations sanitaires au plus proche du terrain. Il était capable de se poser sur les terrains de Gao, de Tessalit, pour venir chercher les soldats éventuellement blessés et les ramener sur le territoire national. C'est l'occasion pour moi bien de rendre hommage au service de santé des armées qui réalise auprès des forces un travail absolument exceptionnel. Alors que vous les voyez à l'heure actuelle voler au-dessus du ciel de France, au-dessus du ciel de Paris. Donc le Transal devant et les 2 CASA juste derrière. Véritable complémentarité entre ces 2 avions, le Transal capable de se poser sur des terrains sommaires également, mais plus lourds. Et derrière, eh bien, un Falcon 900 de l'ET-60, Falcon 900 qui réalise le transport d'autorités gouvernementales, mais qui est aussi capable de réaliser des évacuations sanitaires. Il est en alerte 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 pour évacuer des blessés, pour les ramener sur le territoire national, blessés qui ne peuvent pas être traités sur le théâtre même. Alors cet escadron est basé à Villacoublay. Ce Falcon passe actuellement au-dessus de l'Arc de Triomphe. Et quand il n'est pas en évacuation sanitaire, eh bien, ce Falcon est responsable du transport des autorités gouvernementales. Vous avez un Falcon 900, vous avez également des Falcon 7X qui sont capables eh bien, d'emmener nos chefs de gouvernement à travers l'Europe et le monde. Et derrière, eh bien, des Xingu de l'école de formation d'Avor, ces Xingu qui sont le dernier appareil que pilotent les jeunes élèves de l'aviation de transport avant d'aller sur Transal, sur A400M, sur CASA. Cette école est une école interarmée et internationale puisqu'elle accueille des pilotes belges, des pilotes luxembourgeois, mais également aussi des pilotes de la marine nationale. Véritable formation interarmée. Et ces Xingu eh bien, vont clôturer le défilé aérien en ce qui concerne les avions avant de laisser la place au défilé à pied et ensuite au défilé des hélicoptères. Alors qu'on revoit à l'écran la patrouille de France en formation Tour Eiffel, formation Tour Eiffel qui a été adoptée bien sûr pour soutenir Paris à sa candidature au JO de 2024. Un AWACS, véritable tour de contrôle des Mirage 2000. Et ce ne sont pas des bombes qu'ils emportent, mais des réservoirs de carburant supplémentaires. Tout à fait. Un Rafale. Et là, un avion ravitailleur à l'écran en couple, Rafale avion ravitailleur qui réalise la dissuasion. Les Mirage 2000 RDI, l'escadron de chasse de 5 Île-de-France. Et ici, ce couple donc de Rafale et d'avions ravitailleurs. Ces Alpha Jet de l'escadron de 2 Côte d'Or, ce Hawkeye de la Marine nationale. Hawkeye qui réalise la coordination autour du porte-avions. Et bien sûr, la 400M Atlas.
Et on voit bien là, Pierre, les hélices qui tournent en sens inverse. Oui, mais Pierre, il tient beaucoup, il a raison, parce que c'est une particularité de cet appareil. C'est une prouesse technique vraiment assez extraordinaire. Voilà, le défilé à pied qui commence. Et oui, avec les troupes à l'honneur, bien sûr, on vous le dit depuis ce matin. D'abord, les troupes australiennes avec 140 défilants. Advance Australia Fair avance. Belle et juste Australie. Vous voyez à l'écran, c'était Sir Peter Cosgrove et son épouse, le gouverneur général d'Australie, qui sont à côté de François Hollande. L'autorité qui défile en tête est le lieutenant-colonel Jim McCann. Il faut savoir, Pierre, que 2240 soldats australiens sont actuellement déployés en Irak et en Afghanistan, de même que pour la lutte contre les pirates. Oui, et l'armée de l'air également australienne frappe en Irak aux côtés de la France, des États-Unis, de la coalition. Et donc dans le bloc australien, on trouve des représentants des trois armées. Là à l'écran, ce sont les 40 emblèmes qui rappellent donc l'engagement des Australiens durant la Première Guerre mondiale, puisqu'avec la Nouvelle-Zélande, ils étaient engagés notamment sur la Somme et sur le front d'Orient, où les combats ont été extrêmement durs pour ces deux pays. 14-18 a été vraiment un événement tout à fait fondateur pour la nation australienne comme pour la nation néo-zélandaise. Vous voyez le gouverneur général d'Australie à gauche de votre écran, le Sir Peter Cosgrove, qui est venu avec son épouse, donc, que vous voyez en blanc et noir avec le chapeau. Voilà, et derrière le bloc australien, on va voir apparaître dans quelques instants le bloc néo-zélandais, notamment avec les guerriers maoris, dans une posture, vous allez voir, assez surprenante que l'on va vous expliquer. Les voilà. La Nouvelle-Zélande qui est actuellement aussi en Afghanistan, en Irak, dans le Sinaï, en Corée du Sud, au Sud-Soudan, aux Émirats Arabes Unis, dans le Pacifique Sud et en Antarctique. Voilà le détachement interarmé néo-zélandais. Voilà, et donc devant un bloc de guerriers maoris destinés à effrayer l'adversaire, leur mission était déclarée. Là, ce sont des flancs-gardes qui sont sur les côtés pour éviter que le centre du corps de troupes se fasse attaquer. Et donc, ils sont en tenue traditionnelle, avec l'armement traditionnel qui, chez les Maoris, a toujours un enracinement spirituel et historique extrêmement fort. Ils sont porteurs vraiment de la mémoire de ceux qui les ont précédés. Et je dirais que c'est un peu à l'image de toutes les armées. Ils apparaissent donc pieds nus, vêtus du pako, qui est le pagne porté par les guerriers maoris. Voilà donc le lieutenant-colonel Faka Oi que nous avons vu tout à l'heure, qui porte cette cape de tradition qui a une signification extrêmement forte. Voilà, on le voit à l'écran juste derrière les guerriers maoris. Et la Nouvelle-Zélande a fait un très gros effort depuis longtemps pour complètement intégrer cette culture maori d'origine. Vous avez vu à l'écran le Premier ministre néo-zélandais, voilà, et son épouse John Key, qui ont pris place à côté de Manuel Valls. Il faut savoir que le budget de la défense de Nouvelle-Zélande, c'est tout petit, hein, c'est 1% du produit intérieur brut. Voilà, et le fameux chapeau donc dit presse-citron, qui avait été inventé donc en 1915 par un soldat de Nouvelle-Zélande pour se protéger mieux de la pluie et puis pour rappeler donc cette montagne de Taranaki qui rappelait le pays natal. Les établissements de formation à l'honneur également de ce 136e défilé du 14 juillet, centre de formation initiale des militaires du rang défile en premier avec 41 défilants. Ils sont implantés dans le Tarn-et-Garonne. Lieutenant-colonel Sébastien Renardet, chef de centre qui défile en tête. L'école des mousses également, puisqu'en fait c'est un bloc de 3 écoles. Vous voyez les mousses reconnaissables à leur bâchi. Donc, et puis également l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air que vous apercevez. Donc en fait ce sont 3 blocs de formation qui délivrent des formations de durée variable d'une armée à l'autre. Mais le principe de base est toujours le même, c'est prendre un jeune civil
et lui inculquer vraiment les rudiments du métier militaire, les dégrossir en quelque sorte et leur donner une formation avant qu'ils rejoignent leur unité d'affectation. L'école d'enseignement technique de l'armée de l'air qui forme tous les apprentis mécaniciens de l'armée de l'air. Voici venir les missions intérieures, on peut appeler aussi les OPINT, les opérations intérieures. Voilà, on a aperçu très brièvement à l'écran le colonel Daudré, qui est un officier de réserve, colonel, voilà, qu'on aperçoit, pardon, et qui est dans le civil, donc il travaille dans une société de conseil en informatique. Et donc c'est l'illustration du fait que la réserve opérationnelle participe pleinement aux forces armées, aux missions notamment intérieures. Ils sont implantés à Vincennes. Voilà, et donc dans ce bloc mission intérieure, vous avez donc les réservistes, le soutien du Sentinelle extrêmement important avec le lieutenant-colonel Guillaume de Belvata-Balassi, qui est le patron du soutien de Vincennes. Pour l'opération Sentinelle, ça a été un travail considérable d'arriver à véritablement nourrir, héberger. Là, ce sont les équipes cynophiles, très importantes, notamment pendant la COP 21. Et puis les douaniers, vous voyez, avec un pantalon à bande rouge. C'est la première fois qu'ils défilent, Marie, depuis 1919. Et on va également voir donc le personnel de l'administration pénitentiaire qui est notamment très engagé pour la lutte contre la radicalisation en prison. Donc ce sont un bloc assez divers mais qui concourent toutes à la même mission. On parlait tout à l'heure de synergie et là on en a une image à travers ce bloc de mission intérieure. Voilà, juste avant de voir arriver les grandes écoles. Voilà, l'administration pénitentiaire, c'est une première pour eux et c'est vraiment un hommage très légitime, comme pour les douaniers qui ont joué un rôle essentiel dans la lutte contre le trafic d'armes. Il y a eu un nombre de saisies considérable en 2015 après les attentats. Et l'administration pénitentiaire, donc pour les problématiques de déradicalisation ou de lutte contre la radicalisation en prison. On doit d'ailleurs l'arrestation de Mehdi Nemmouche aux douaniers. Tout à fait, sur un contrôle inopiné et heureusement qui a permis d'arrêter le tueur, enfin présumé tueur de Bruxelles. Voilà, et on salue évidemment les surveillants de prison qui font un travail difficile eux aussi. Voilà, le général Grégo, le grand général Grégo, il est aussi grand que moi, il fait au moins 1m92, qui est l'adjoint du gouverneur militaire de Paris, en charge de la mission Sentinelle en Île-de-France. Ça représente 6 à 7 000 des 10 000 hommes de Sentinelle. Et le général Grégo me disait lors des répétitions qu'aujourd'hui Sentinelle est dynamique, ce ne sont plus des soldats en position statique, et que les soldats faisaient 20 à 25 km de marche par jour dans cette position-là. Les polytechniciens sont tout de suite derrière, Marie. Oui, pour la patrie, les sciences et la gloire, c'est la devise des polytechniciens. Le colonel Bernard Tourneur, chef de corps et directeur de la formation humaine et militaire de l'école défile en tête. Je rappelle que c'est une école qui a été créée après la Révolution en 1794 et que l'on surnomme l'X depuis le 19e siècle. Alors pour deux raisons, soit la très forte prééminence des mathématiques dans la formation, alors la présence des canons sur l'insigne. Je ne sais pas quelle est la... Les deux certainement se valent puisque les polytechniciens fournissaient des contingents très importants d'officiers pour les armes savantes, l'artillerie et le génie qui est mon arme. Et donc, par exemple, Joffre, Foch sont issus de l'école polytechnique et ceux qui allaient vers l'artillerie, effectivement, comme symbole, avaient 2 canons croisés. Donc, entre les mathématiques et l'artillerie, on a là une explication. Ils portent une épée qu'ils appellent la tangente, qu'ils surnomment la tangente, puisque l'épée au fourreau est tangente à la jambe. En 2015, 8 élèves de première année ont participé à l'opération Sentinelle dans le cadre de leur stage de formation humaine. C'est une école qui est fortement internationale. Plus de 30% des effectifs viennent d'une soixantaine de pays. Et donc le modèle stratégique de l'école repose sur 3 piliers, l'enseignement, la recherche et le développement économique. À l'écran, vous découvrez l'école des officiers de la gendarmerie nationale avec pour devise pour la patrie, l'honneur et le droit. Ils sont implantés en Seine-et-Marne à Melun.
C'est le colonel Thierry Quintard, directeur de l'enseignement, qui défile en tête. La promotion qui défile sous vos yeux porte le nom du lieutenant Jamais. C'est un héros qui a été abattu par l'occupant allemand en 1944. Voilà à l'écran un capitaine de la Guardia Civile espagnole. C'est une illustration des multiples échanges qui existent aujourd'hui au sein des forces armées. Vous verrez d'ailleurs dans d'autres blocs des officiers étrangers, aussi bien africains, européens. Et de la même façon, les Français sont présents dans des unités étrangères. Voilà les écoles donc les défilants qui se séparent devant le président de la République. Nous verrons tout à l'heure que seuls les légionnaires ne se séparent pas. Merci. Voici l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, 180 défilants. Ils sont implantés au camp de Poète-Quidan, vous le savez. Désormais, ils s'instruisent pour vaincre. Telle est leur devise. C'est le colonel Bastien Dufilol, commandant le premier bataillon de l'ESM, qui défile en tête. Alors, c'est une création de Bonaparte au tout début du 19e siècle, cette école. Dont le grand uniforme date de 1845 et le fameux casoar, le chapeau, vous voyez devant vous avec ses plumes blanches et rouges, depuis 1955, imposé par Napoléon III à l'occasion de la venue de la reine Victoria. Oui, d'ailleurs, en cette époque de Brexit, les couleurs rouges et blanches ne sont pas faites pour rappeler les couleurs bleu, blanc, rouge, mais ce sont les couleurs de la maison d'Angleterre que Napoléon III avait demandé aux Saint-Cyriens de porter en hommage à la venue de la reine Victoria. Et finalement, cela est demeuré. Et donc, il y a là un lien justement entre la Grande-Bretagne et la France. Car sur le plan militaire, malgré le Brexit, ça ne changera rien à la dynamique très très forte de coopération entre les forces armées de ces deux pays. Charles de Gaulle a été formé à Saint-Cyr pour après se retrouver sous les ordres du colonel futur maréchal Pétain. L'école militaire interarmes de travail pour loi l'honneur comme guide. Poète-Quidan également lieu d'implantation et le lieutenant-colonel Nicolas James défile en tête. Et la promotion qui défile porte le nom de Ningesser, le lieutenant, l'as de la Première Guerre mondiale. Vous savez, disparu à bord de l'Oiseau Blanc avec François Colly alors qu'il tentait de traverser l'Atlantique sans escale. On vous a régulièrement raconté leur histoire sur France 2 dans 13h15 le samedi et le dimanche, votre magazine. Ningesser qui est un personnage absolument incroyable, hein. Un stupéfiant combattant, c'est vraiment un personnage de roman. Le troisième as derrière Guilmer et Faux. L'école navale, implantée à Lanvéoc-Coulmic dans le Finistère. C'est le capitaine de frégate Anthony Branchereau qui défile en tête. L'école navale est traditionnellement appelée la baille, qui est un terme d'argot qui signifie l'eau. À la baille, hein, c'est bien ça? Absolument. Parmi les cadres de la délégation, donc en tête de l'école navale, il y a le lieutenant de vaisseau Alexis Chalier, qui est un plongeur des mineurs, qui a une spécialité de plongeur des mineurs, et qui est le mari d'une lieutenant de réserve, Diane, je donne son prénom, qui sert dans une unité très opérationnelle de l'armée et qui a déjà fait, en tant qu'officier de réserve, donc officier de réserve, un certain nombre d'opérations extérieures. Donc là, on a un couple militaire active et réserve. L'école de l'air, avec le colonel Jean-François-Henri Boinard, commandant en second la base aérienne 701, qui défile en tête. Ils sont implantés à Salon de Provence. Et c'est la première fois en fait que l'école de l'air défile en un seul bloc. Depuis l'été 2015, les formations jusque-là étaient dispensées par l'école de l'air, l'école militaire de l'air et le cours spécial de formation des officiers sont regroupés au sein d'une seule et même formation. L'école de l'air qui accueille actuellement des élèves de 18 nationalités différentes. Oui, d'ailleurs, c'est une tendance générale, je dirais, au sein des forces armées, que de regrouper à la fois pour rechercher de l'efficacité et des économies. Les écoles de santé des armées également défilent ensemble, même s'ils ont des implantations différentes. L'école du commissariat aussi ont été regroupées et harmonisées, si je puis dire. Formé pour transformer, telle est la devise de l'école des commissaires des armées implantée à Salon de Provence. Le commissaire en chef de première classe David Leroy, directeur adjoint
de l'école qui défile en tête. Elle rassemble les anciennes écoles de formation initiale des commissaires, des officiers d'administration des armées et services. La promotion Valmy porte son nom en hommage aux soldats engagés dans la bataille de Valmy contre l'armée austro-prussienne. C'était à la fin du XVIIIe siècle, en 1792. Alors les commissaires des armées ont un rôle vraiment tout à fait essentiel dans ce qu'on appelle le soutien aux armées. Vous ne pouvez pas avoir de combattants directement impliqués au feu sans avoir un soutien pour soigner, alimenter dans tous les domaines les forces combattantes. Même si, encore une fois, dans les armées aujourd'hui, tout le monde est combattant, même le boulanger militaire en opération extérieure, c'est aussi un combattant. Les écoles du service de santé des armées avec le médecin en chef Florence Robin, chef du département de la formation initiale spécialisée de l'école qui défile en tête. C'est donc l'école qui forme les futurs médecins, les pharmaciens, les chimistes, les vétérinaires, les chirurgiens dentistes de l'armée. Chaque année, l'école reçoit plus de 1600 candidatures. Il y a seulement une centaine de places, donc vraiment un concours particulier et difficile. Il compte dans ses rangs, on peut le noter, le signaler parce que c'est notable, 55% de femmes. Oui, et il faut noter aussi que lors des attentats du Bataclan et des terrasses, plusieurs internes de cette école sont intervenus, notamment l'interne Justine, pour venir au secours de blessés qui avaient été frappés par les terroristes. En tout temps, en avant, avec l'école des sous-officiers de gendarmerie de Châteaulin, avec le colonel Éric Polaillon, commandant l'école qui défile en tête. Elle a pour mission d'assurer la formation des élèves gendarmes qui sont destinés à occuper des emplois de sous-officiers. C'est la 70e promotion de l'école de sous-officiers de gendarmerie de Châteaulin. Et cette promotion a pris le nom du gendarme René Herviou, qui avait été tué au combat lors d'une embuscade en Algérie en 1958. L'école nationale des sous-officiers d'active va arriver juste sur les talons de leurs camarades gendarmes. Les talents aussi, d'ailleurs. Les talents aussi, oui, 98 défilants. Ils sont implantés à Saint-Mexan-l'École dans les Deux-Sèvres. C'est le colonel Jean de Mesmet qui défile en tête, directeur général de la formation. Formation baptisée sous-officier de Verdun. Et pour cause, on rappelle qu'on célèbre le centenaire de la bataille de Verdun cette année. La promotion a participé le 29 mai 2016 aux cérémonies du centenaire. Vous avez pu suivre sur France 2. Depuis 63, l'ENSOA a formé plus de 130 000 élèves, dont 2 tiers sont recrutés parmi les militaires du rang de l'armée de terre. Alors ils ont en moyenne 21 ans. Ils ont intégré l'armée de terre il y a 4 mois seulement. Ils ont été incorporés au mois de mars 2016 et ils recevront leur galon de sergent au mois d'octobre. Le corps des sous-officiers, c'est absolument essentiel à l'organisation, à la structuration et à la solidité des combattants dans les opérations. Vous venez de voir à l'écran le capitaine de frégate Emmanuel Geffroy qui dirige l'école de Mestrance. 73 défilants, le centre d'instruction navale de Brest qui fête ses 50 ans. Il réunit l'école de Mestrance, le lycée naval et l'école des Mousses. L'école de Mestrance qui a participé au défilé du 14 juillet, aux cérémonies du 8 mai, du 11 novembre, à Brest, sur les Champs-Élysées ou à l'Arc de Triomphe. L'école de Mestrance qui forme des officiers mariniers, c'est-à-dire l'équivalent des sous-officiers pour l'armée de terre. Et qui chantent beaucoup, parce que l'ensemble des déplacements en section, en compagnie, se fait en chantant. L'école de formation des sous-officiers de l'armée de l'air à présent, avec le colonel Didier Tisser, directeur des formations qui défile en tête. Alors là, ce sont près de 8000 élèves qui sont formés chaque année. La devise de l'école s'armer pour le futur. L'école qui fête cette année ses 20 ans. Voilà, et ne soyez pas surpris de voir un bloc aussi bigarré en termes de coiffure, de passant de grade, puisqu'en fait cette école est le creuset de la formation aéronautique des 3 armées et de la gendarmerie.
Là aussi, encore une fois, c'est cette tendance dont je vous parlais, d'essayer de regrouper les formations. Ça permet aussi de développer un esprit interarmé entre des hommes et des femmes qui viennent d'univers différents. Donc Rochefort, c'est vraiment l'aéronautique militaire en termes de formation. Et puis nous retrouvons la garde républicaine, 1er et 2e régiment d'infanterie de la garde républicaine. Voilà, qui suit les écoles. Ils sont implantés dans 10 casernes à Paris et en région parisienne. Ils portent tous deux un plumet blanc, plume négrette au sommet de leur shako, parce que maintenant tout le monde maîtrise, à force avec nous, tout le monde maîtrise le vocabulaire. Effectivement, les chefs de corps, c'est aussi une très ancienne tradition, portent une aigrette blanche sur la coiffure, le casque ou le shako, toujours pour être reconnus à distance dans le brouillard de la guerre. Alors les 2 régiments d'infanterie de la garde républicaine assurent les honneurs, la sécurité, la protection, l'intervention au profit des plus hautes autorités de l'État. 900 gendarmes sont mobilisés chaque jour pour ces missions. Alors, on parlait tout à l'heure, voilà, le détachement Sangaris, 92e régiment d'infanterie. Ces hommes et ces femmes reviennent de Centrafrique. Le président de la République a donc annoncé hier soir que l'opération serait terminée à l'automne prochain. Voilà, et c'est le colonel Buisse qui est donc l'autorité, le chef de corps qui défile en tête. Là aussi, encore une fois, c'est très symbolique ce régiment. Ils ont fait Sangaris dans des conditions extrêmement difficiles. C'est une mission admirable qui a sauvé un très grand nombre de vies. Ils ont enchaîné avec Sentinelle. Ils font le défilé, et le défilé, c'est pas quelque chose qui se bricole en une après-midi, c'est aussi une opération. Donc, nous parlions tout à l'heure avec le chef d'état-major des armées d'une forme de surchauffe. Et c'est vrai que les soldats sont très employés aujourd'hui, évidemment, dans des configurations différentes. 900 soldats français sont toujours sur le terrain et en phase de désengagement. Voilà la 3e brigade légère blindée. Le général Dandoc de Sériège défile en tête. Elle est l'héritière de la 3e division d'infanterie algérienne qui avait été créée le 1er mai 1943. Alors c'est une brigade dissoute, mais comme le rappelait le colonel Hervé Pierre, qui est mise à l'honneur justement à l'occasion de cette dissolution, puisqu'en fait l'armée se réorganise et crée un échelon divisionnaire. On en reparlera tout à l'heure au moment du défilé motorisé, je ne rentre pas dans les détails, mais ça indique que si vous voulez, l'armée n'est jamais un corps stable. C'est en permanence en réorganisation de façon à s'adapter à l'évolution des menaces. Les fusiliers marins, donc ils sont la force spécialisée dans la protection et la sécurité de la marine nationale. L'autorité défilant en tête, c'est le capitaine de frégate Jean-Paul Roulier, qui est commandant donc, du groupement fusiliers marins de Brest, qui a commencé sa carrière comme mousse à l'âge de 16 ans. Et qui donc aujourd'hui est officier supérieur. C'est une indication de ce qui existe toujours dans l'armée aujourd'hui, l'ascenseur social, la capacité à des jeunes de partir au niveau de la formation, je dirais, de base, pour accéder à des responsabilités plus hautes. Est-ce que le bâton de maréchal est encore dans la giberne? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des très beaux parcours. Voilà, et on aperçoit donc la croix de compagnon de la libération sur l'emblème de cette unité, ainsi que la croix de guerre de 14-18, la croix de guerre 39-45, parce que les unités peuvent être également distinguées, et à ce moment-là, c'est le drapeau qui porte sur sa cravate toutes les décorations qui ont été attribuées au cours des combats du passé. Patrouilleur de haute mer, commandant Blaison, capitaine de corvette Bertrand de Parsco, commandant défile en tête depuis sa mise en service en 1982. Le patrouilleur de haute mer, commandant Blaison, a effectué des missions variées. Alors il navigue sur l'océan Pacifique, notamment lors des incidents en Nouvelle-Calédonie, ça c'était en 1985, ou encore à contrôler les embargos pendant les guerres du Golfe, en ex-Yougoslavie. Il est à Brest depuis 1987. Et on peut signaler leur action marine dans le golfe de Guinée. Ils ont passé 4 mois dans le golfe de Guinée. C'est un point stratégique très important, puisque vous avez notamment la Côte d'Ivoire et la remontée de trafic via la Côte d'Ivoire, trafic d'essence, trafic de drogue, etc. Et donc la marine joue un rôle très important dans la lutte contre ces trafics. La frégate anti-aérienne Cassard, avec le capitaine de vaisseau Charles-Édouard Dard qui défile en tête. Elle a été construite à partir de septembre 1982 et lancée en février 1985. Elle assure une mission de protection anti-aérienne au profit des grands bâtiments de la Marine nationale, notamment des porte-avions comme le Charles de Gaulle.
Et puis elle assure le contrôle, la défense, la sûreté aérienne et le guidage des chasseurs déployés en mission d'interception. Et cette frégate est intervenue notamment lors de l'opération Chamal, donc au large de la Syrie, avec ses alliés américains. Donc les escadrilles centenaires de 14-18 bien évidemment. Donc là vous voyez l'ensemble des fanions qui symbolisent ces différentes escadrilles. Parmi elles, il y en a une chère à mon cœur, c'est l'escadrille Lafayette. On ne le sait pas suffisamment, mais dans cette escadrille, il y avait des pilotes américains, pas à partir de 1917, l'arrivée des Américains sur le sol français pour s'engager, mais dès 14, vous avez des jeunes Américains qui se sont engagés dans la Légion étrangère et qui après ont basculé dans l'aéronautique, et notamment au sein de l'escadrille Lafayette. Donc ce 14 juillet est l'occasion de rappeler cette dimension historique et le rôle de l'aviation, de l'aéronautique militaire qui pendant la Première Guerre mondiale dépendait de l'armée de terre, puisque l'armée de l'air n'a été créée officiellement qu'en 1933. Les pompiers de l'air, très importants, ils sont formés à des missions de protection incendie, de sécurité du personnel, des aéronefs, également des problématiques NRBC, nucléaire, radiologie, biologique et chimique. Et Marie, ces hommes sont capables d'intervenir sur un Rafale qui serait en feu avec l'ensemble de son armement. Vous voyez la complexité, la difficulté et la prise de risque. Ils sont formés à cela. Et c'est encore une fois une illustration de cet ensemble de spécialités, de spécificités qui permettent à une armée de vraiment tenir sur l'ensemble de ses piliers. Ils avaient pris la forme en aile delta pour défiler avant de s'éclater devant la tribune. Et évidemment leur étendard avec honneur et patrie, qui est une formule que l'on retrouve sur un grand nombre de nos emblèmes. La base aérienne 116 avec le colonel Jean-Jacques Mayol qui défile en tête. Elle est créée pendant la Première Guerre mondiale et accueille dès sa création de nombreuses escadrilles de combat. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air allemande, la Luftwaffe, s'y est installée entre 40 et 44 avant que les Alliés reprennent le terrain en septembre 44. Et en septembre de cette année, elle accueillera l'unité d'instruction spécialisée qui dispensera une instruction justement au profit de l'ensemble du personnel appelé à utiliser, à mettre en œuvre ou à entretenir le fameux Mirage 2000. Voilà, et leur actualité, c'est le fait que la deuxième escadre de chasse participera à la mission OTAN Air Baltique en Lituanie. C'est tout sauf anecdotique, c'est complètement en relation avec les tensions qu'il y a du côté des pays baltes, de la Pologne, vis-à-vis de la Russie. C'est en lien avec la dernière rencontre de l'OTAN à Varsovie. Et c'est la volonté des 28 membres pays de l'OTAN, la France évidemment y participe, de rassurer nos pays en ayant une présence soit aérienne, soit terrestre. C'est malheureusement un des pôles de sensibilité et même de tension très forte qui se trouve en Europe. Le drapeau de la Direction Générale de la Police Nationale, 7 défilants. Capitaine Dorothée Robert, adjoint au chef de l'unité opérationnelle de la Sûreté, de la sous-direction de la Sûreté, qui défile en tête. Voilà l'École nationale supérieure de la police. Qui forme les commissaires et les officiers de police nationale et qui se trouve à Saint-Cyr au Mont-d'Or, une commune tout à fait charmante dans le Rhône. Alain Paillet, chef de la division sécurité et partenariat, défile en tête. Elle a pour vocation de concevoir, de promouvoir, de dispenser des formations au profit des commissaires et des officiers de la police nationale. Elle est dirigée par une femme, l'inspectrice générale Hélène Martini. Voilà. L'École nationale de police de Nîmes, avec ses 112 défilants implantés, je vous le donne en mille, à Nîmes, dans le Gard. Commissaire divisionnaire Serge Evdokimov, directeur adjoint de l'école, qui défile en tête. Voilà, il se trouve dans ce bloc également les cadets de la République qu'on va apercevoir dans quelques instants.
Il relève du plan. Voilà, donc là, ce sont les insignes de tradition que vous retrouvez. Également, enfin, c'est une écharpe tricolore qui était portée notamment à l'époque révolutionnaire. Dans la police comme dans l'armée, la tenue parle. Elle est là pour montrer le grade, le niveau de responsabilité, mais il y a également toute une symbolique d'autorité. Là, vous apercevez les cadets de la République. Donc, ce sont des jeunes qui n'ont pas le baccalauréat et qui vont avoir une scolarité d'1 an pour les préparer au concours de gardien de la paix. J'insiste sur ce point parce que dans les armées, et c'est bien connu des familles, vous avez de multiples voies d'accès pour mettre le pied à l'étrier de jeunes qui peuvent avoir certaines difficultés scolaires. L'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers défile devant vous. Ils sont implantés à Aix-en-Provence. C'est le colonel François Pradon, qui est directeur par intérim, qui défile en tête. Depuis 2012, le casque Franck 1933, inspiré du casque des poilus de 14-18, est porté par les officiers en tenue de cérémonie. Il a été porté par les sapeurs-pompiers en opération pendant plus d'un demi-siècle et remplacé par le casque F1 1985. Mais bien que son usage n'est plus pour en intervention, il reste quand même un symbole très fort, surtout cette année. Et il est porté par les sapeurs-pompiers pendant les cérémonies officielles. Voilà, il porte également le foulard de tradition rouge au cou et il défile très bien alors que, si vous voulez, il ne s'entraîne pas toute l'année pour le faire. Hein. Les sapeurs-pompiers territoriaux de défense Outre-mer. Les volontaires présents sont issus des services départementaux d'incendie et de secours de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion et de Mayotte. On salue les téléspectateurs qui nous suivent. Colonel Bertrand Vidot qui défile en tête. Et c'est la première fois, donc effectivement, Marie, qu'il défile sur les Champs-Élysées. Nous les avons rencontrés lors des préparatifs à Satory et ils étaient vraiment extrêmement heureux d'être là sur les Champs-Élysées, malgré certainement un différentiel de température qui les a touchés, comme nos amis du Pacifique Sud. Ah bah c'est-à-dire que c'est la Sibérie pour eux là ce matin. Voilà, ce matin. Mais écoutez, ne nous plaignons pas parce qu'il ne pleut pas. C'est vrai. Alors que normalement on annonçait la pluie. Mais je le disais, depuis 10 ans, hein, on a tout eu. Hein. Oui. Voilà, donc cet effet look qui permet de voir vraiment à la fois les emblèmes, les décorations. La BSPP, Marie. La BSPP, honneur et fidélité. Non, pardon, ça c'est la devise de la Légion étrangère, excusez-moi. Oui. Non, la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Donc sauver ou périr, la BSPP, qui est un corps militaire qui a été créé par Napoléon Ier. Napoléon était absolument furieux parce que l'ambassade d'Autriche, qui était l'ambassade de son beau-père, avait brûlé sans que personne n'intervienne. Pour Napoléon, quand il y avait un problème, la solution ne pouvait être que militaire. Et donc c'est ainsi que la brigade de sapeurs-pompiers de Paris a été créée. C'est un corps militaire. Ils avaient le Bataclan dans leur zone d'intervention. Ils sont intervenus donc sur ce théâtre de guerre. Nous avons vu tout à l'heure une réserviste, mais les personnels d'active étaient engagés. Je pense aussi à un capitaine médecin réserviste qui était d'astreinte ce soir-là et qui s'est retrouvé en quelques dizaines de minutes sur un théâtre de guerre à faire de la médecine de guerre en plein Paris. Et donc véritablement, ce sont des personnels extrêmement courageux que les Français, enfin que les habitants d'Île-de-France plébiscitent, parfois un peu trop, parce qu'ils sont sursollicités sans que ce soit toujours complètement adapté aux problèmes que tel ou tel citoyen peut avoir. Alors j'allais un peu vite en besogne, alors que justement marche plus lentement. C'est votre faible pour la Légion étrangère et parce qu'ils vous font des hurrahs chaque fois qu'ils vous voient. Les pionniers de la Légion étrangère, dont la devise est bien honneur et fidélité, sont implantés à Aubagne dans les Bouches-du-Rhône. C'est l'adjudant Stéphane Somny, chef de section des pionniers du 1er régiment, qui défile en tête. Alors on le précise, mais c'est toujours intéressant de le rappeler parce qu'ils ont un pas cadencé à 88 pas par minute. Les autres soldats défilent à 120 pas par minute. Voilà. Pourquoi défilent-ils si lentement ? Alors ça n'est certainement pas à cause d'une espèce de mollesse ou d'un tempérament, même s'ils sont placides, je pense que c'est leur force au combat, hein, une forme de placidité mais très, très engagée. Alors il y a différentes explications. Celle que je retiens qui paraît la plus crédible, c'est que quand la Légion étrangère a été créée donc par Louis-Philippe en 1831, elle a agrégé très vite certaines unités étrangères qui avaient l'habitude de servir la France. Vous vous souvenez par exemple des gardes suisses, qui étaient la garde rapprochée de nos rois. Eh bien, il y avait à cette époque un régiment allemand
le régiment de Hohenlohe, qui avait l'habitude de défiler avec un pas à cette vitesse, un pas lent. Et d'une certaine façon, les légionnaires qui cherchaient à se distinguer des autres forces ont adopté ce pas allemand qui, encore une fois, montre cette espèce de sérénité, ce calme des troupes, alors que les légionnaires, depuis cette époque, ont été engagés sur tous les théâtres d'opération. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Marie, quand ils vont arriver juste devant nous, ils ne vont pas s'éclater en deux parties, ils restent d'un bloc. La Légion étrangère n'est pas sécable. Non, elle ne se sépare pas. Voilà les pionniers suivis de la musique de la Légion étrangère. Le chapeau chinois qui est porté par un légionnaire chinois. La Légion étrangère, c'est une sorte de petite ONU, puisqu'il y a environ 150 nationalités différentes. L'ONU, c'est 193 pays, voilà le chapeau chinois, avec de part et d'autre deux tougs. Les tougs, donc c'est un nom qui vient de l'Empire ottoman, ce sont donc des queues de chevaux qui étaient tranchées, des queues de chevaux appartenant à des guerriers adverses, et qui étaient rapportées au chef, et qui étaient en général montés sur une lance comme symbole de la victoire, et qui là sont montés sur le chapeau chinois. La 13e demi-brigade de Légion étrangère. Installée sur le plateau du Larzac. Mais oui, dans l'Aveyron. L'histoire tourne, l'histoire change, mais l'histoire revient, puisque j'ai appris en préparant la 13e DBLE, décorée de l'ordre compagnon de la Libération, avec des figures extraordinaires comme Mesmer, compagnon de la Libération, le prince georgien Amila Kouari, compagnon de la Libération, une unité absolument extraordinaire qui, je dirais, a sauvé en partie l'honneur de la France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il faut savoir qu'en 40, la 13e DBLE, avant de partir pour Narvik, en Norvège, avait été rassemblée, Marie, où ça? Eh bien, au Larzac. Voilà pour la petite histoire. La fanfare du régiment de cavalerie de la garde républicaine. Et oui, parce que c'est à présent le tour du défilé des troupes montées. Voilà ce régiment qui assure quotidiennement des missions de sécurité publique au profit de la préfecture de police, mais également ce qu'on appelle le service d'honneur à cheval, c'est-à-dire que quand un homologue du président de la République se rend à Paris, il bénéficie de, je dirais, ce décorum militaire tout à fait extraordinaire. Et donc le régiment de cavalerie de la garde républicaine a hérité des grandes traditions des régiments de cavalerie qui faisaient la force des armées hier. Et au sein de l'armée de terre, vous avez une arme, l'ABC, donc les blindés, qui s'appelle l'arme blindée cavalerie, qui reprend ces traditions. C'est un peu ce qu'on expliquait tout à l'heure avec les Maoris. Voilà, la mémoire, le sens des traditions. La cape des Maoris veut dire en maori, donc dans les pas. Les soldats d'aujourd'hui sont toujours dans les pas de ceux d'hier, ce qui implique de l'humilité et puis du courage pour être, je dirais, véritablement à la hauteur de ces traditions Les militaires. chevaux, comme les femmes et les hommes qui les montent, sont choisis, entre guillemets, avec une grande minutie, puisque les chevaux doivent mesurer 1,65 m au garrot minimum. Être de robe franche et avoir de bons aplombs, comme on dit. Et les hommes et les femmes qui les montent doivent mesurer au minimum 1,70 m et avoir des aptitudes physiques certaines, et surtout détenir au moins le niveau galop 5 en équitation. Donc, oui, parce que je pense que monter à cheval tout en jouant d'un instrument, notamment les cymbaliers, c'est vraiment extrêmement impressionnant. Vous les voyez là à l'image, c'est magnifique. Et avec également sur la croupe du cheval cette façon d'avoir une croupe en damier avec une technique particulière pour donner à la monture un aspect encore plus superbe. Voilà, là, un cheval qui renacle et qui ne veut pas aller dans le bon sens. Ah, c'est la deuxième fois que ça nous arrive. Ensemble. Oui, dans il y a eu une année d'ailleurs, parce que ça montre la complexité, puisque ici sur les Champs-Élysées à la Concorde, nous sommes sur des pavés et parfois il y a eu des chevaux qui ont glissé, évidemment à la fois pour le cheval et pour le garde républicain. C'est fâcheux.
Voilà, sabre au clair. Il faut imaginer les régiments de cavalerie à l'époque de Napoléon Ier, quand vous aviez ce que Victor Hugo appelait ces grands rubans d'acier de plusieurs milliers de cavaliers emportés par des personnages aussi fous que Murat et qui allaient défoncer les carrés adverses. C'est voilà, toute une histoire, toute une symbolique. Et évidemment, nous passons de la monture oui, incarnée à une autre monture de fer. Voilà, avec le défilé des troupes motorisées commandé par le général de division Philippe Le Simple. Nous accueillons à nouveau le colonel Hervé Pierre avec grand plaisir pour cette partie bienvenue motorisée. Cette année encore avec nous. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc, devant vos yeux, devant les yeux des téléspectateurs, 2 escadrons motocyclistes, sur la gauche la police nationale, sur la droite la gendarmerie. Alors, vous noterez qu'ils sont équipés de motos légèrement différentes. Néanmoins, leur mission est la même, la sécurité des Français. Alors nos camarades téléspectateurs peuvent tout de suite penser à l'aspect répressif, mais c'est d'abord l'aspect préventif qu'il faut souligner. Et aujourd'hui, si l'insécurité routière décroît nettement, c'est bien grâce à l'action de la police nationale et de la gendarmerie nationale qui vient de défiler sous vos yeux. Apparaît maintenant à l'écran le commande-car du général Le Simple. Alors le général Le Simple commande la première division. Comme vous le soulignez, Pierre, tout à l'heure, l'armée de terre s'est réorganisée. Le général Bosser a introduit dans notre organisation 2 divisions, la première et la 3e division qui regroupent les brigades. Et vous apercevez derrière le général Le Simple son organisation d'état-major avec les 4 VBL des chefs de division dans l'état-major qui sont suivis des 4 généraux qui commandent les brigades, la brigade d'infanterie de marine, la brigade blindée, la brigade d'infanterie de montagne, et vous devez remarquer un officier allemand puisque le général Werner Abel commande la brigade franco-allemande. Donc l'ouverture du défilé par le général Le Simple et derrière le 16e bataillon de chasseurs, dit bataillon d'acier, commandé par le colonel Mény. Et lorsqu'on parle de bataillon d'acier, ça vient de la Première Guerre mondiale, mais c'est également visible à l'écran. Vous voyez les véhicules blindés de combat d'infanterie qui sont des engins extrêmement modernes. Le bataillon est équipé à la fois du système Félin, qui est le système du combattant d'infanterie, mais également de ces véhicules blindés qui sont extrêmement puissants, avec des capacités d'acquisition et d'observation. On voit le colonel Mény à l'écran. Et ces véhicules qui défilent devant vous ont été engagés à Barkhane. Ils rentrent du Mali. Et les unités sont également engagées dans l'opération Sentinelle. C'est dire que c'est le même soldat à Gao au Mali qu'à Paris qui sont engagés. Vous remarquerez probablement que l'un des véhicules blindés s'appelle Ardent du Pic, parce que le célèbre Ardent du Pic a commandé ce bataillon de 1858 à 1863. Derrière, un module, 10 modules de cavalerie. Donc à l'écran, le fanion du 16e bataillon de chasseurs. Alors petite anecdote, les chasseurs ont un seul drapeau. Et donc le bataillon qui défile aujourd'hui défile avec son fanion. Le drapeau des chasseurs étant aujourd'hui détenu par le 7e bataillon de chasseurs alpins. À l'écran, le colonel Hardy, qui commande le 3e régiment de hussards. Régiment de hussards, donc cavalerie légère, spécialisée dans la reconnaissance en profondeur. Il salue actuellement le président de la République. Et vous avez à l'écran son matériel majeur, l'AMX-10 RC. RC pour gros canon. Donc un canon de 105 qui est capable d'effectuer des reconnaissances dans la profondeur. Alors ces hussards, vous pouvez imaginer qu'à l'époque, ces hussards avaient des grandes nattes. Et parmi ces nattes, ils tressaient des fils d'acier pour arrêter les coups de sabre. Donc la cavalerie française, vous l'avez rappelé tout à l'heure, l'âme blindée cavalerie, c'est à la fois la légère avec les hussards, mais c'est également à l'écran, vous voyez le colonel Vincent Marie qui commande un régiment de Leclerc, le 501e régiment de chars de combat, qui a été le régiment commandé par notre actuel SEMA, le général de Villiers. Ce régiment est doté de l'équipement le plus puissant de la cavalerie française, le char Leclerc, avec son canon de 120 mm et ses capacités d'acquisition qu'on aperçoit à l'écran. Et là aussi, pour rendre hommage au maréchal, il y a l'un des chars Leclerc qui défile devant vous, qui s'appelle Maréchal Leclerc. Alors évidemment, ça fait beaucoup de bruit, parce qu'on n'est pas habitué à Paris à avoir des chemins sur les Champs-Élysées, mais c'est extrêmement important que nos téléspectateurs puissent mesurer la puissance du système d'armes Leclerc. Nous on aperçoit derrière le 11e régiment d'artillerie de marine qui appartient à la brigade d'infanterie de marine, et comme son nom ne l'indique pas, c'est pas une unité de la marine nationale mais bien une unité de l'armée de terre. Et vous apercevez à l'écran
les canons César. Alors là, le chef de corps passe devant la tribune. Le canon César, qui a fait ses premières armes opérationnelles en Afghanistan en 2009. Je peux vous en parler puisqu'ils étaient sous notre commandement et qui ont également brillé au Mali cette année parce qu'ils ont été déployés sur tous les théâtres d'opération. Ils ont fait l'ouverture des théâtres d'opération. C'est un canon qui tire à 40 km et qui est extrêmement précis, extrêmement fiable dans son utilisation. Ce 11e régiment. Précision métrique. Et une précision métrique, tout à fait. Donc c'est Bigorre du 11e Rama, Bigorre pour Bigorno, sont suivis du 1er régiment d'artillerie, qui est un régiment doté d'un matériel également très puissant. On les aperçoit à l'écran. Donc vous avez le chef de corps qui est suivi de son étendard, puisque dans les troupes montées, on ne parle pas de drapeau, mais d'étendard. Et derrière l'étendard du 1er régiment d'artillerie, qui est le régiment dans lequel a servi Bonaparte. Il faut le savoir, c'est le plus vieux régiment d'artillerie. Et à l'écran, vous avez le lance-roquette unitaire qui a tiré cette année au Mali 18 tirs, 18 coups au but, avec une précision métrique à 70 km, 71 km exactement. C'est vous dire également toute la puissance du système d'armes. Et ce régiment d'artillerie est également doté des radars qu'on vient juste voir passer, les radars Cobra, qui viennent de fêter leurs 10 ans de déploiement au Liban. Donc un régiment qui est déployé sur beaucoup de théâtres d'opération, y compris évidemment sur le territoire national. Et à l'écran maintenant, le 19e régiment du génie, qui est commandé par le lieutenant-colonel Bizien. Alors c'est un régiment qui est le régiment de génie de la division. Vous avez vu le général de division défiler. Et à l'écran, des matériels de traficabilité qui permettent aux forces de débarquer plus facilement sur une plage ou de traverser des coupures difficiles à franchir. Donc ce régiment est spécialisé dans la mobilité et la contre-mobilité de la division. Il lui permet de franchir des obstacles importants. Ce régiment, il est doté de ces équipements-là que vous avez vu à l'écran, hein, ces tapis qu'on déroule. Il est également doté, on les aperçoit sur les porteurs à l'écran, d'engins blindés du génie, qui sont des systèmes à chenilles qui permettent de déblayer des obstacles et d'ouvrir des itinéraires. Donc vous l'avez à l'écran, le drapeau du 19e régiment de génie. Donc là on parle bien de drapeau. Et sur l'écran, des égrappes qui sont les autres équipements, des pelleteuses militaires blindées et qui permettent d'effectuer tous les travaux du terrain. Il faut noter que le 19e régiment de génie est notamment déployé à Niamey, où il a été l'artisan principal de la remise en place de la plateforme aérienne et de son équipement. Il est suivi par le 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, commandé par le colonel Calcagno qu'on voit à l'écran, qui a cette particularité d'être polytechnicien. Vous avez vu l'école polytechnique défiler en entrée de ce beau défilé. Donc le colonel Calcagno commande le 132e BCAT, qui est à l'honneur, doublement à l'honneur cette année. Vous l'avez vu défiler à pied. Vous le voyez défiler aujourd'hui en véhicule P4. Et ce bataillon est spécialisé en appui au combat débarqué, à la recherche d'explosifs. Là, vous voyez un chien qui a été décoré, parce que les chiens sont décorés depuis la Première Guerre mondiale. Vous savez que pendant la Première Guerre mondiale, les chiens ont réussi à sauver des poilus qui étaient enterrés dans les tranchées. Et aujourd'hui, ce bataillon est déployé notamment sur le territoire national. Il a protégé nos camarades et il a protégé les Français pendant l'Euro, pendant la COP 21 également. Petite mention particulière pour le caporal-chef Benjamin, qui a perdu une jambe en Afghanistan, qui s'est reconstruit et qui aujourd'hui défile avec son chien sur les Champs-Élysées. C'est vous dire à quel point notre jeunesse est capable de ressources exceptionnelles. Il revient des jeux Invictus Games où il a particulièrement brillé. Alors vous avez devant vous les 4 commandements spécialisés de l'armée de terre qui vont apparaître, puisque la réforme de l'armée de terre, c'est non seulement les divisions, mais c'est aussi 4 piliers, 4 commandements. Ici, le commandement du renseignement, avec les quads du 2e régiment de hussards, quads qui reviennent d'un déploiement au Mali et qui sont des moyens avec le drone SDTI qu'on voit à l'écran, qui est un drone qui sera remplacé en 2019 par le drone Patroller et qui permet d'obtenir des renseignements, alors des renseignements humains avec les quads, avec les gens qui s'infiltrent, du genre de renseignements images avec les drones que vous voyez à l'écran et qui sont des engins extrêmement importants pour l'observation, la surveillance à l'avant. Et l'ensemble des moyens de ce commandement renseignement sont également des VAB topographiques, des VAB du groupe géographique qui permet de modéliser en 3D le terrain, ce qui rend les opérations beaucoup plus aisées quand on est capable de savoir sur quoi on se déploie, dans quel environnement on va se déployer. Donc ce commandement du renseignement qui
synthétise ou qui regroupe à la fois la formation, l'emploi et le soutien, est suivi par un deuxième commandement qui s'appelle le commandement des systèmes d'information et de communication et qui lui aussi intègre à la fois l'emploi, la formation et le soutien. Donc un seul interlocuteur pour le chef. L'interlocuteur, c'est le général commandant les systèmes d'information et de communication et il est aujourd'hui représenté par un module principalement armé par le 40e régiment de transmission qu'on voit à l'écran avec à sa tête le lieutenant-colonel Biberian qui est le commandant en second du régiment. Et l'ensemble des moyens sont des moyens d'acquisition et de transmission qui permettent aux forces de se déployer sur le terrain. Et vous voyez en particulier à l'écran les stations Syracuse. Alors vous avez deux types de stations Syracuse, des stations très lourdes à 32 mégabits et puis des stations plus légères qui sont déployées à l'avant avec les troupes. Troisième commandement spécialisé qui est au cœur du modèle haut contact de l'armée de terre, qui est le modèle qui a été mis en place par le général Bosser, c'est le commandement de la logistique avec deux fonctions principales qui sont aujourd'hui représentées. Et vous voyez à l'écran le lieutenant-colonel Bernard Richard qui salue. Il est commandant en second du 515e régiment du train. Et deux fonctions, dont la fonction sanitaire que vous venez de voir apparaître à l'écran. Fonction sanitaire qui est essentielle sur l'état d'opération, qui permet de sauver énormément de vies grâce au régiment médical. Et les fonctions ravitaillement, puisque viennent de passer à l'écran les PPLOG, qui sont des véhicules de ravitaillement logistique, blindés et armés. Dernier commandement qui est aujourd'hui excusez-moi, présenté. nous avons Céline Géraud à bord du Tigre en direct. Excusez-moi de vous couper, on revient à vous dans un instant. Céline, c'est à vous. Oui Marie, effectivement, je suis à la du Tigre donc avec une vue imprenable sur Paris et la sensation est vraiment extraordinaire. J'ai un voisin de palier à gauche qui est un Tigre HAP et toutes les machines de la LAT sont représentées. Je peux vous dire que la sensation elle est vraiment particulière. Ça fait un peu comme une sensation de turbulence dans un avion, mais en beaucoup plus brutale. Et en même temps, il y a un plaisir immense à découvrir Paris sous cette enveloppe. Mètres/heure, c'est-à-dire à 90 nœuds, 600 pieds, environ 200 mètres. Et on a vraiment le temps de découvrir Paris. Il y a des gens sur les toits, sur les terrasses. Il fait beau maintenant. Ils sont sortis, ils sont là. On a presque l'impression qu'on peut les saluer. Et j'ai la gazelle à gauche qui me voit, que je salue. Qui profite du spectacle aussi. D'ailleurs, je remercie toute l'équipe de l'ECPAD qui nous a permis de réaliser ce duplex. Et la gazelle à gauche qui nous permet d'avoir une vision complète sur ce box. On est très proches les uns des autres. On est à peu près à 30 mètres à peine du Tigre. La sécurité maximale, évidemment. On s'avance maintenant. On va découvrir la Grande Armée. Et on arrive bientôt sur l'Arc de Triomphe. Incroyable. On voit les gens sur la route qui marchent. Et on est vraiment très très proche du sol, cette sensation de flotter dans l'air, de voler tout simplement, un peu comme Aladdin sur un tapis volant, mais en beaucoup plus fluide. Allez, on va survoler l'Arc de Triomphe maintenant. Et là, je salue également les gens qui nous voient passer. Cette machine avec un rotor assez rigide. C'est beau. Avec des sensations à bord qui sont très fortes. On a les forces spéciales juste devant. Et il y a une vraie bonne énergie entre les pilotes qui ont préparé ce défilé avec beaucoup de précision. Allez, ça y est, on est sur les champs. On est juste au-dessus de vous bientôt. Cette avenue, évidemment, vraiment très très belle, beaucoup plus belle que ce que je pouvais imaginer. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et je mesure ma chance à l'instant. Je vous parle avec Frédéric, le lieutenant-colonel, qui a 2800 heures de vol, je le rappelle. Allez, la grande roue, on va passer au-dessus de vous dans quelques secondes maintenant, à bord de ce Tigre. Allez, voilà, on l'a fait. C'était chouette. Qu'est-ce que c'est beau! Et ce spectacle, grâce à vous, Céline. Je vous dis au revoir et on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite, merci Céline, bravo, formidable, qu'est-ce que c'est beau, oh là là, j'en ai les larmes aux yeux. Colonel Gauthier de Waas nous a rejoint pour le défilé aérien des hélicoptères à présent. Oui, Marie, c'est absolument magnifique et ce qu'on peut voir encore une fois, que ce soit des hélicoptères de l'armée de terre, de la marine ou de l'armée de l'air, c'est des hélicoptères qui opèrent aussi bien sur le territoire national que en opération extérieure. Le premier box est en soutien parfois du RAID et du GIGN, alors que vous voyez à l'écran des Fennec de l'armée de l'air ainsi qu'un Puma et un hélicoptère de la sécurité civile. Ces hélicoptères ont des missions
sur le théâtre national, que ce soit des missions de ce qu'on appelle de SAR, de Search and Rescue, comme des missions de protection, de PPS, protection du territoire. Voilà encore ce Puma que vous voyez à l'écran, ce Puma qui s'est illustré lors de récupération de personnes sur le GR20 cette année, ou alors qui était présent pendant la catastrophe de Furiani pour évacuer les blessés. Donc ce sont vraiment des missions de service public. Alors que vous voyez derrière, eh bien, un C-130J américain et 2 Caracal derrière. Là, une particularité qui est assez exceptionnelle, c'est les hélicoptères sont capables de ravitailler derrière cet avion de transport Hercule. Et ils ont fait une mission toute particulière il y a quelques jours de ça. Ils sont allés depuis Bordeaux jusqu'en Corse et Corse retour Bordeaux en faisant 5 ravitaillements en vol. Ça vous donne toute la capacité d'élongation que sont capables de faire maintenant ces hélicoptères. Et sur des théâtres comme la bande sahélo-saharienne, vous pouvez aller depuis Bamako jusqu'au fin fond du Mali avec ces hélicoptères. Alors pour nous, pilotes de chasse, c'est une véritable assurance vie parce que c'est eux qui viennent nous récupérer, équipés de commandos, parachutistes. C'est eux qui viendraient nous chercher en cas d'éjection, et c'est eux qui sont capables de faire de l'exfiltration et de l'infiltration. Et on voit toutes ces perches derrière qui sont relativement... ce n'est pas stable, c'est-à-dire que pour ravitailler, ça demande de véritables prouesses. Grâce à ces systèmes, l'armée de l'air est capable d'intervenir au plus profond des territoires ennemis. Et c'est absolument extraordinaire comme capacité technique, alors qu'on les voit passer au-dessus sur la place de la Concorde. Un plan splendide de vue d'arrière de ce C-130J américain qui marque la coopération franco-américaine, coopération qu'on a eue à l'écran avec l'escadron Lafayette. Et ces pilotes américains qui étaient venus pendant la bataille de Verdun, alors que les États-Unis n'étaient pas rentrés en guerre. Merci beaucoup, colonel De Waas, pour le commentaire du défilé aérien. On remercie aussi le colonel Hervé Pierre, que j'ai un peu interrompu tout à l'heure parce qu'on a dû retrouver notre camarade Céline Géraud en vol. Vous allez pouvoir suivre maintenant l'animation de clôture et le tableau aérien final. Donc on va en parler dans un instant. Alors que s'avancent les 460 lycéens et collégiens choristes sélectionnés à l'occasion du concours organisé par l'Éducation nationale et qui vont interpréter la Marseillaise, vêtus de tenue bleu, blanc, rouge et de bob assorti. Voilà, tenue créée par la styliste Agnès B. Par 120 volontaires du service militaire volontaire justement, qui forment les contours de ce drapeau bleu blanc rouge.
Voilà pour cette animation de clôture. Le chœur de l'armée française, dans l'uniforme noir, vous avez vu, est venu chanter avec ces jeunes gens. Alors que ce que vous venez de voir à l'écran, juste avant, c'était un extra 330 piloté par le capitaine Arowski, champion du monde de voltige aérienne, pilote de chasse de l'armée de l'air française.